Avant de revenir sur la suite, retour sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. On le disait, 364 voix contre Loïc Hervé. C'est un échec sévère pour François Bayrou. Oui, c'est beaucoup et c'est sans appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un score serré. Et le gouvernement est tombé sur, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, sur ce type de vote de confiance. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça interroge sur le choix même de cette procédure, en fait, pour le Premier ministre, aussitôt, et alors même que finalement, la discussion budgétaire n'avait même pas commencé avec les chambres parlementaires. C'est une erreur, selon vous, qu'il a commise, François Bayrou? Une erreur politique? Il n'aurait pas dû demander la confiance? Je crois qu'il s'est rendu compte lui-même que, assez tôt, que ça ne produirait pas d'effet, qu'il n'arriverait pas à faire adopter un budget. Donc je crois que bon, c'est toujours surprenant de voir qu'il a choisi cette procédure-là. Elle n'avait jamais été choisie auparavant et surtout, elle n'a jamais donné ce résultat-là. Donc l'histoire parlementaire dira ce qu'il en est. Mais c'est une erreur ou c'est une forme de lâcheté face à l'impossible équation budgétaire? Problème de méthode aussi. Il y a sans doute, Christine Lavarde a raison, un problème de méthodologie dans l'été. Parce que entre la fin de la session parlementaire, autour du 14 juillet, et puis hier, il y avait sans doute du temps à passer de manière extrêmement large avec l'ensemble des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. L'équation de Michel Barnier ou l'équation de Michel Bayrou, ce sont deux personnages politiques capables de discuter avec tout le monde. Du moins, on ne leur aurait pas reproché de prendre langue, y compris avec LFI, y compris avec le RN, y compris avec Éric Ciotti, pour au moins trouver le chemin qui conduit à un budget. Et ils pouvaient le faire avec leur équation personnelle. Et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, maintenant il faut passer vite à la phase suivante. On va parler de problèmes de méthode. Vous dites, Christine Lavarde, les Républicains ont été divisés dans leur vote. Une majorité a voté pour, mais il y a eu 13 contre, 9 abstentions. Vous l'auriez voté, la confiance à François Bayrou? Alors moi, je l'aurais voté parce qu'aujourd'hui, la situation de notre pays appelle à ce qu'effectivement, on ait un budget, on aille de l'avant. Il n'y a qu'à voir comment les milieux économiques sont inquiets, ne savent pas ce qui va se passer demain. Je devais avoir des rendez-vous aujourd'hui avec des responsables qui m'ont dit, en fait non, on va décaler puisque si ça se trouve, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui sera obsolète dans 15 jours. Et quand je dis problème de méthode, c'est qu'hier, le Premier ministre appelait à voter la confiance sur un constat qu'on partage unanimement. Aujourd'hui, notre pays, avec 3 400 milliards de dettes, ne peut plus continuer à dépenser sans compter. On a eu ce mirage de l'argent magique qui a duré trop longtemps, qui a instillé des mauvaises habitudes. Il est temps de revenir à un rythme de dépenses qui correspond à nos moyens. Mais le problème, c'est que si ce constat, effectivement, il peut être partagé assez largement, je pense que quel que soit le parti qui arrivera au pouvoir en 2027, il n'aura pas les coups des franches pour faire ce qu'il veut, parce que quoi qu'on en pense, il y a quand même la réalité des marchés, la réalité des milieux économiques. Le problème, c'est qu'en fait, les solutions ont déjà été présentées aux Français dans le discours du 15 juillet, et que dans ces solutions, dans ces réponses apportées, il y avait un certain nombre de points que nous ne partageons pas, notamment sur la question des 2 jours fériés. Ce n'est pas mettre plus de gens au travail pour augmenter le volume de cotisation, c'était continuer à faire cotiser plus ceux qui travaillent déjà. Et aujourd'hui, le problème en France n'est pas qu'on ne travaille pas assez quand on travaille beaucoup, on travaille plus que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est qu'il y a trop de gens qui ne sont pas sur le marché du travail. Et c'est à ces problèmes-là qu'il faut s'attaquer. Donc si on est d'accord sur le constat, on ne partageait pas l'intégralité des solutions. Notre parti, les Républicains, nous étions prêts, bien évidemment, à discuter et à continuer à amender pour, in fine, voter un budget si le Premier ministre avait été jusqu'à présenter un budget devant le Parlement. Mais je comprends, du coup, mes collègues qui, eux, ont dit les solutions ne nous vont pas. On est d'accord avec le constat, mais problème de méthode, problème de calendrier. En juillet, sur le constat, nous aurions dit oui. Le problème, c'est qu'il y avait les solutions qui étaient déjà présentées. Et on va accueillir Rachid Temal, le sénateur socialiste du Val d'Oise, qui nous rejoint. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci d'être avec nous. La gauche qui unanimement a voté contre la confiance à François Bayrou. Est-ce que vous le partagez, le constat, puisque le vote, il était sur la situation budgétaire de la France. Le constat, vous le partagez, Yann Brossard? Le Premier ministre aurait sans doute voulu que le vote porte sur le constat. La réalité, c'est que le vote ne portait pas que sur le constat. Comme le Premier ministre avait présenté dès le 15 juillet les propositions qu'il mettait sur la table pour remédier au constat qu'il adressait lui-même, inévitablement, les parlementaires se prononçaient aussi sur les solutions qu'il avait proposées. Mais je pense, au fond,
que le vote d'hier, c'est un vote logique, parce qu'il met un terme à une situation totalement absurde. Nous avions un Premier ministre qui était issu d'un camp qui avait été battu à plate couture aux dernières élections législatives. Un Premier ministre qui prétendait résoudre les difficultés budgétaires du pays, alors même qu'il a soutenu tous les budgets depuis 8 ans qui ont conduit à un accroissement de la dette de 1 000 milliards d'euros. Et un Premier ministre qui, enfin, propose comme solution de demander aux plus modestes, aux travailleurs, à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, de mettre la main à la poche afin de préserver les privilèges des plus fortunés. Enfin, à un moment donné, cette équation, elle ne tient pas et il est bien logique qu'une majorité de parlementaires ait fini par rejeter ce Premier ministre et son gouvernement. Mais surtout, le Premier ministre, ces derniers jours, il a multiplié les prestations médiatiques, a cherché, au fond, à faire croire à une fable. Il a fait croire qu'il était confronté à des forces politiques récalcitrantes à l'effort, alors même que lui pouvait s'appuyer sur l'opinion des Français. La réalité, c'est que le Premier ministre était à la fois rejeté par les forces politiques et par les Français. Et j'ai envie de dire de manière encore plus massive par les Français eux-mêmes. Si hier, il y a eu une telle majorité pour le rejeter, c'est aussi parce que tout au long de l'été, les députés ont entendu leurs concitoyens dire qu'ils ne pouvaient plus de François Bayrou et surtout de sa politique. Et donc ce qui doit être à l'ordre du jour maintenant, c'est un changement de politique. Pas seulement un changement de Premier ministre, un changement de politique. Il n'y avait pas de discussion possible entre les socialistes et François Bayrou, Rachid Temal? Pour discuter, il faut être deux. D'abord, je rappelle que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, a présenté son projet de budget, qui est d'un budget injuste socialement et dangereux économiquement, le 15 juillet, après la session parlementaire. C'est assez surprenant comme démarche. Tout l'été, il a refusé tout dialogue. Et je rappelle que même hier, dans son discours, il a, tapé, entre guillemets, les propositions des différentes oppositions. Il n'a jamais souhaité discuter, pour une raison simple. C'est que dès le 15 juillet, M. Bayrou préparait sa sortie. C'est ça la véritable histoire qu'on ne raconte pas. Dès le 15 juillet, il savait que ça ne marcherait pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, si je prends les votes à l'Assemblée d'hier, si je prends les Républicains, près de la moitié des Républicains n'ont pas voté pour la confiance. Donc même le socle commun nous refusait. Je rappelle qu'en tout l'été, il y avait des silences assourdissants d'une partie du socle commun sur les propositions. Donc nous, on nous a fait des propositions. Mais on nous a expliqué, dès le début, M. Bayrou nous a expliqué que tout ça était à jeter. Donc en fait, il a choisi son ego plutôt que le pays, et on en est là aujourd'hui. Donc je pense que maintenant, il faut reprendre la méthode, reprendre la copie, et nous avons fait des propositions, comme d'autres forces politiques, et il faut maintenant commencer à en discuter. Parce que l'enjeu, il faut être honnête, sa solution, c'était, je l'ai dit, injuste et dangereux économiquement pour le pays et les Français. Bon. Il faut maintenant trouver un peu plus de raisons. Je crois que chacun sait qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de majorité. Aucun camp, aucun parti n'a de majorité seul. Il faut trouver les voies et les passages. Mais ça, c'est là maintenant le débat qu'il faut qu'on ouvre. Mais maintenant, j'espère que la personnalité qui sera nommée par le Premier ministre, même si je préfère que ce soit une personnalité bien sûr de gauche, puisse être ouverte à la discussion. Parce que je crois que l'enjeu qui est le nôtre, c'est comment on a un budget qui fait fonctionner le pays dans les prochaines semaines et qui surtout redonne de l'espoir aux Français. Et c'est vrai que quand, dans le précédent, qui n'a pas été un projet de budget, on ne sait pas vraiment dire ce que c'était l'effort, je rappelle que c'était la 3e réforme sur les chômeurs. Par contre, quand c'est la question d'avoir en coup de cas, de faire que toute la France participe à l'effort, les plus riches, eux, étaient exonérés. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et puis, je ne parle même pas de la saignée auprès des collectivités, etc. Donc tout ça n'est pas acceptable, et je crois qu'il le savait depuis le début. Maintenant qu'il nous a quittés, il faut maintenant avancer pour le pays. Loïc Hervé, il a cherché à sortir dès le 15 juillet pour vous, François Bayrou? Non. Tout ça a été préparé? Non. Je ne suis pas certain. On voit que la période de l'été n'a pas été mise à profit suffisamment pour trouver la voie de passage dont Rachid Temal parle, c'est-à-dire une voie de passage politique sur les mesures proposées effectivement après le 14 juillet et les propositions des uns et des autres qui auraient pu être des amendements, comme on dit en procédure parlementaire, c'est-à-dire des modifications significatives, effectivement, sur le nombre de personnes qui travaillent, qui contribuent à l'effort, et puis aussi, il faut le dire quand même, mais près de la moitié de la dette souscrite aujourd'hui résulte des déficits des régimes sociaux. Donc il y a vraiment, c'est pas seulement le train de vie de l'État. Et j'espère que, au moins, s'il y a eu un mérite de la part de François Bayrou, c'est d'avoir mis la focale sur la dette, mais j'espère que le message a bien été entendu de comment elle se décompose en réalité. Des cadeaux fiscaux non financés, entreprises. Des questions, dont des baisses d'impôts sur les entreprises, effectivement.
le quoi qu'il en coûte général, Ukraine, Covid, etc., et la question du déficit des régimes de retraite. Donc ça, c'est vraiment la réalité à laquelle on doit faire face. Et c'est vraiment un... Donc ce pays... moi, je voudrais vous faire part d'un sentiment. Moi, j'ai traversé le pays à 2 reprises cet été. Le pays n'est pas foutu en réalité. Ce pays a des ressorts incroyables. Il y a énormément de gens qui ont des idées, qui travaillent, etc. Donc, cette espèce de climat anxiogène à la veille d'un grand mouvement social dont on ne sait pas trop d'où il vient, si il vient de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, c'est quand même... Moi, je crois que le pays n'est pas foutu. Et donc, le nouveau Premier ministre qui sera nommé dans les jours qui viennent, c'est ça, c'est aussi de porter un discours positif et pas seulement hyper anxiogène. Et justement, François Bayrou qui espérait rallier les Français en est à la veille du 10 septembre où un mouvement Bloquons-tout est envisagé. Dès hier, dans plusieurs villes de France, on va le voir, à Rennes, à Paris, à Pau, à Marseille, des milliers de manifestants ont fêté la chute de François Bayrou. Des pots de départ étaient organisés notamment devant des mairies. On va écouter l'un des manifestants, c'était à Marseille. Une forme de soulagement parce qu'il avait quand même préparé pendant l'été dans le dos des Français un plan d'austérité massif. On faisait les poches des pauvres au lieu d'aller chercher l'argent en l'OIT. Donc ça veut dire qu'avec le départ de François Bayrou, c'est l'abandon de ce plan. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors on entend ce manifestant un plan d'austérité massif. L'abandon de ce plan est une bonne nouvelle, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Lavarde, de ces manifestations et de ce qu'ont dit hier soir ces manifestants ? Alors le sujet, c'est que dans le plan d'austérité, en fait, déjà les milliards, est-ce que 44 milliards, 20 milliards, ça parle vraiment aux Français ? J'en suis pas convaincue, on n'a pas les ordres de grandeur. Mais déjà, dans ces 44 milliards, il y a une partie, c'est uniquement, on n'augmente pas la dépense par rapport à ce qui aurait dû être si jamais on ne fait rien. Et ça représente quasiment la moitié de l'effort. Donc finalement, le véritable effort de diminution de la dépense, il porte en gros sur une grosse vingtaine de milliards. Donc, voilà, budget d'austérité. Enfin, aujourd'hui, quel ménage dépense plus qu'il ne reçoit ? Enfin, je veux dire, si la France était un ménage, on serait à la Banque de France en procédure de surendettement depuis bien longtemps. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'austérité. Le problème, c'est que ces chiffres, ils ne parlent pas, ils ne représentent rien. Et moi, j'ai aussi l'impression, un peu comme Loïc Hervé, je me suis déplacée, j'ai entendu... Alors que d'habitude, l'été, spontanément, les gens nous posent des questions, veulent avoir notre avis sur telle situation. Mais là, personne ne m'a parlé de politique. Et j'ai sondé auprès de moi d'autres qui m'ont dit pareil. En fait, les gens un rejet de la politique. Non, les gens n'attendent plus rien des politiques. Et j'ai l'impression que les gens se disent qu'en fait, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que je me débrouille. Et les gens se replient beaucoup sur leur sphère familiale, leurs activités, le quotidien, sans se projeter, en fait, se disant, bon, de toute façon, voilà, le Premier ministre va tomber. Bon, de toute façon, on le savait déjà. Comment vous le vivez, ça, vous, élus ? C'est quoi ? Du découragement pour vous ? Ça pose question ? En même temps, on nous dit on n'a rien fait. Moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais fait autant de réunions pour préparer un budget. Personne n'a dit qu'on n'a rien fait. Non, mais... Je parlais de François Bayrou. Eh bien oui, mais moi, j'ai eu des réunions, plusieurs réunions avec les équipes. Le socle commun, mais pas avec les oppositions. Voilà, mais donc on peut... Et c'était... Franchement, c'est le premier essai... On voit le succès, puisque la moitié de chez vous n'a pas voté. Donc ça devait pas être les réunions ne devaient pas être convaincantes. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé pendant l'été. C'est-à-dire que chacun essayait, et même à l'intérieur du socle commun, justement, de faire évoluer les propositions sur lesquelles on n'était pas d'accord. Je pense que cette question des 2 jours fériés, elle était partagée par personne. On appartient tous les 2 au socle commun. Voilà, il n'y avait pas un plébiscite pour la mesure. Mais et il y a d'ailleurs des sondages là, qui sortent ce matin sur le sentiment des Français. Et on voit bien que il y a un problème de confiance, ils sont désabusés. Et le meilleur indicateur reste quand même le taux d'épargne. Jamais les Français n'ont autant épargné qu'en ce moment, ce qui montre de l'inquiétude. Qu'est-ce qui est massif aujourd'hui, et d'ailleurs le témoignage que vous avez diffusé le montre, c'est le sentiment d'injustice profond ressenti par les Français. Moi, j'étais frappé par une chose. Pendant sa conférence de presse avant les vacances, quand il présente ses orientations budgétaires, François Bayrou développe toute une série de mesures qui visait à peser sur les classes populaires et les classes moyennes. 2 jours fériés supprimés, 4e réforme de l'indemnisation chômage depuis 2019, doublement des franchises médicales, donc une batterie de mesures extrêmement précises qui, de fait, s'attaquaient aux plus vulnérables. Et lorsque un journaliste lui pose une question sur les aides publiques aux entreprises, suite au rapport de la commission d'enquête parlementaire, il dit « on verra bien ». C'est-à-dire que vous avez d'un côté des mesures extrêmement précises, extrêmement dures, qui pèsent sur les classes populaires et les classes moyennes,
et de l'autre, une imprécision totale sur, par exemple, la remise en cause de ces aides publiques aux entreprises, 211 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises, sans contrepartie. Et il ne s'agit pas de dire, ça n'est pas ce que dit le rapport évidemment, qu'il faut supprimer ces aides publiques. Il s'agit simplement de dire qu'on a besoin de plus de transparence et qu'on a besoin de les conditionner à un certain nombre de critères. Et là-dessus, on n'a pas entendu le Premier ministre avancer la moindre esquisse de solution. Et donc, inévitablement de tout cela, ce qui naît, c'est un sentiment d'injustice. C'est le sentiment que les efforts pèsent toujours immanquablement sur les mêmes, sur ceux qui travaillent, sur ceux qui sont les plus modestes et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et pour moi, c'est ça le défi du prochain gouvernement. Si on a envie qu'il y ait de la confiance, il y a besoin qu'il y ait de la justice sociale. Alors on le disait, cette chute de François Bayrou, elle fait la une de la presse régionale. On va faire le tour de nos régions et pour commencer, on va à Nice. On retrouve Denis Caro. Bonjour Denis, merci beaucoup d'être avec nous, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Denis, en une de Nice Matin, la chute de François Bayrou. Oui, bonjour Oriane, bonjour à tous. Le saut dans le vide, c'est le titre de une de Nice Matin et c'est le sentiment qui domine ici et qui domine globalement chez les Français. C'est absolument pas la satisfaction que François Bayrou tombe, mais l'inquiétude. La France n'a plus de budget, la France fait face à une dette abyssale de 3 350 milliards et là, la France se retrouve sans Premier ministre, sans gouvernement, avec un horizon qui paraît bouché jusqu'à la présidentielle de 2027 et à la crise politique risque de s'ajouter une crise sociale. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi autour des journées de demain, 10 septembre, et de la journée de mobilisation du 18 septembre. Les préoccupations des Français aujourd'hui, c'est pas de savoir si Xavier Bertrand ou Éric Lombard ou Gérald Darmanin va être nommé à Matignon ou quelques autres personnalités de la société civile, mais c'est de savoir l'avenir qu'on leur réserve, comment on préserve son emploi, comment on défend son pouvoir d'achat. La France est à l'arrêt alors que le monde bouge partout. On voit que nos voisins en Italie, en Espagne relèvent la tête et la France s'enfonce dans le marasme. Ce qui est en cause, c'est le sort du pays. Les Français voient que on est aujourd'hui empêtrés dans les petits jeux politiques, mais c'est pas du tout leur préoccupation et c'est ce que disaient vos intervenants précédents. Et vous le disiez, en plus de cette secousse politique, Denis, il y a une nouvelle crise qui se profile avec l'appel du collectif Bloquons Tout. Oui, alors avec des premières manifestations qui ont débuté hier en France et également dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Petite mobilisation, quelques dizaines de personnes à Nice, à Antibes, à Toulon ou à Draguignan. Des manifestations assez symboliques. On demande surtout la démission d'Emmanuel Macron. Des manifestations assez politiques. On a croisé beaucoup de militants ou de dirigeants LFI. On a croisé aussi, par exemple, à Nice, Geneviève Leguet. C'était une des figures des Gilets jaunes qui avait été blessée lors d'une charge policière lors d'une manifestation. Là aussi, beaucoup d'inquiétudes dans nos départements autour de cette journée de demain et de la journée du 18. Inquiétude de la population, inquiétude des chefs d'entreprise qui ont peur d'un ralentissement de l'économie et qui sont déjà pour certains dans des situations un peu difficiles. C'est ce qu'on résume à la une de Nice Matin, le saut dans le vide, et aujourd'hui, les Français ont le vertige. Merci beaucoup, Denis. Effectivement, la une de Nice Matin, on la voit, le saut dans le vide avec cette photo de François Bayrou. Merci, Denis Caro, d'avoir été avec nous depuis Nice. Vous entendez ce que vient de nous dire Denis, l'inquiétude de certains Français, l'inquiétude de certains patrons. Est-ce qu'à la crise politique, il faut ajouter une crise sociale, Rachid Temal ? Bien sûr que non. Mais sur les Français, moi, je pense que c'est une colère sourde. Mais je crois que c'est vis-à-vis de l'ensemble du monde politique. Donc, qu'on soit dans l'opposition ou la majorité, je crois que nous avons collectivement intérêt, parce que ça fait quand même depuis 2024, ce sketch, j'ai envie de dire, il faut maintenant avancer. Et je pense qu'il faut que chacun soit responsable dans la suite des opérations. Moi, je pense que le prochain Premier ministre, ou la prochaine Premier ministre, ferait bien d'accueillir dès le premier jour l'ensemble des organisations syndicales. Je crois qu'il faut parler dans ce pays, il faut parler de ça. Parce que c'est vrai que la question, finalement, j'ai envie de dire, de la fiche de paye, en tout cas de ce qu'on met dans l'assiette, sur la table dans la maison, est je crois, l'élément essentiel aujourd'hui. Donc, personne ne va rajouter de la crise à la crise. Il y a aujourd'hui, je le redis, tout ça déclenche, parce que personne ne le dit, mais en fait, il y a un bilan depuis 2017 de ce gouvernement. C'est-à-dire ce qu'on vit là sur le budget, sur la dette, il y est pour quelque chose. Et là, d'ailleurs, on l'a vu, c'était
c'est pas de la faute de François Bayrou ni de la majorité. Ce serait comme ça. Bon, moi, j'y crois pas à ça. C'est un bilan très dur depuis 2017, mais maintenant, ce qu'il faut, je crois, c'est que chacun puisse avancer. Donc, je leur dis, je pense que le dialogue social doit revenir au centre des débats, et je pense que ça va être le premier acte. Mais pour vous, c'est depuis 2017. Parce que, par exemple, Marine Le Pen, dans son discours, elle a dit droite-gauche confondue. Oui, c'est normal, parce qu'elle est dans le populisme. Mais quand même, depuis 2017, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais la baisse des recettes de l'État, quand vous retirez chaque année plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est comme tout le monde, au budget de l'État, à la fin, ça se voit. Et c'est aussi ce que nous vivons, parce qu'on nous a beaucoup parlé des dépenses à retirer, mais personne n'évoque la question des recettes. Je veux dire, que ce soit la taxe d'habitation, la CVAE ou toutes les etc., tout ça joue à la fin. Je veux dire, c'est pas compliqué. Je crois qu'un enfant de 4 ans comprend. Ça, c'est la politique depuis 2017. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut regarder tous les côtés du paramètre. Mais je pense que il faut entendre ce que disent les syndicats le 18 septembre prochain. Il y a une mobilisation parce que, on l'a dit, les mesures qu'a annoncées François Bayrou allaient pénaliser encore les salaires, pour ceux qui ont la chance de travailler, parce qu'il y a aussi la question des chômeurs. Donc je crois que ça doit être la priorité absolue du prochain gouvernement, c'est de recevoir les organisations syndicales, salariés, patronales, et je crois qu'aussi les associations d'élus, parce que les élus aussi jouent un rôle essentiel dans la période actuelle. Donc je crois que c'est les 2 premières actions. Il faudra recevoir bien sûr aussi les partis politiques. Vous voyez, je crois que c'est les 3 premières actions que devrait prendre un Premier ministre, parce que sinon, je crois que nous aurions de vraies difficultés. Et puis le dernier élément, moi je suis partisan d'une conférence des partis républicains sur la création d'un budget sans totem ni tabou, que chacun vienne sans totem ni tabou. Je crois que c'est essentiel maintenant que les partis républicains se retrouvent. Ça ne veut pas dire dans un gouvernement. Mais je crois que l'urgence aussi, c'est d'avoir un budget pour notre pays. Vous partagez la méthode, Loïc Hervé ? Est-ce qu'on peut encore l'éviter, cette crise sociale ? Il y a la journée de demain, il y a la journée du 18 septembre. Il y a 2 choses à faire. D'abord, peut-être qu'on pourrait, on est sur Public Sénat, s'inspirer de ce que Yann Brossal a évoqué tout à l'heure, des travaux du Sénat depuis 2017. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une chambre parlementaire qui n'est pas dysfonctionnelle, c'est bien nous. Et nous avons documenté un certain nombre d'éléments. On ne peut pas nous accuser, y compris la majorité sénatoriale, d'avoir été tendre avec Emmanuel Macron et avec ses gouvernements. On est aidant, on essaye de contribuer. Mais pour 2024. Mais aidant et on essaie de contribuer, enfin, je veux dire, dans l'intérêt du pays. Ce que dit Rachid Temal est intéressant, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas de taulier. C'est-à-dire qu'on ne recommence pas le format Saint-Denis. Non, pas besoin d'animateurs, pas besoin de préfigurateurs, comme dit Gabriel Attal, pas besoin de personnalités capables entre parlementaires, entre forces parlementaires. En fait, il faut retrouver... Pas de négociateurs, comme le dit Gabriel Attal. Ah, pas du tout. C'est pas la bonne méthode. Surtout pas. Non, il faut retrouver l'essence même de ce que nous sommes, c'est-à-dire une démocratie parlementaire. Et dans une démocratie parlementaire, discussion entre forces politiques, Rachid Temal a raison, et, le cas échéant, construction d'une coalition post-électorale à l'allemande, pour ceux qui le veulent, et qui sont en capacité de porter jusqu'au présidentiel un certain nombre de mesures sur lesquelles, en fait, on peut se mettre d'accord assez facilement, même à mon avis. La politique fiscale du président de la République qui, pour l'instant, refuse de la bouger. C'est pour ça que je parle sans totem. Alors, il y a les questions, effectivement, pour moi, il y a les questions d'activité, il y a les questions de recettes, il y a les questions aussi de dépenses, parce qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'il faut quand même revisiter. Il y a des questions sans totem ni tabou, y compris des questions de fraude, parce que dans notre pays, il y a des recettes en moins qui viennent tout simplement de la fraude, donc on a des choses à faire. Mais elle irait d'où à où, juste cette coalition ? Avec qui il faut discuter la coalition, elle ne peut être... Non, la coalition post-électorale à l'allemande, elle ne peut être composée que de ceux qui ont envie d'aller au gouvernement. C'est aussi simple que ça. Il peut y avoir tout à fait des formations qui veulent y aller et d'autres qui ne veulent pas y aller. Ça fonctionne comme ça actuellement. Le gouvernement de Friedrich Merz, comme le gouvernement d'Olaf Scholz, ce sont des gouvernements qui sont des gouvernements composés de formations qui n'ont pas été élus ensemble. Non. Mais avec une culture du compromis différente en Allemagne. Mais que nous devons trouver, nous l'avons retrouver. Enfin, la France est une démocratie mature. On n'est pas condamné à ne pas le faire. Et attention, si nous ne le faisons pas, parce qu'on a parlé de la question de la rigueur, les pays qui ont été concernés par une vraie rigueur, c'est les pays dans lesquels le FMI est intervenu et dans lesquels on a baissé les salaires des fonctionnaires, on a baissé les retraites de manière significative. Donc il faut faire très attention. Si nous ne sommes pas capables, dans nos capacités propres, à trouver des solutions, d'autres le feront pour nous. Vous pourriez participer, vous, socialiste, Rachid Temal, à un gouvernement avec des Républicains ? Nous proposons un gouvernement de gauche. Moi, je fais la différence. Ce que j'ai dit dans mon propos, c'est, je pense qu'il y a 2 choses. Il faut que chacun soit lucide. Il n'y a pas de majorité. Personne ne peut avoir de majorité seul à l'Assemblée nationale. Bon.
Donc nous, ce qu'on propose, en tout cas ce que je propose, c'est cette conférence-là, on discute parce qu'il faut trouver un budget. Mais nous souhaitons, nous, un gouvernement de gauche, ça ne fait pas une majorité à l'Assemblée nationale. Mais le socle commun ne fait pas non plus de majorité à l'Assemblée nationale, ça ne nous a pas échappé. D'ailleurs, on l'a vu par 2 fois avec M. Barnier et M. Bayrou. Donc il n'y a pas de raison que ça soit plus les uns que plus les autres. Parce que l'interdit ou l'impensé, c'est qu'on n'aurait pas, nos possibilités de démontrer nos capacités. Parce que si on considère que nous ne sommes pas majoritaires, ce qui est le cas, ils n'ont pas été majoritaires, ils ont pu diriger. Alors laissez-nous diriger. Essayez-nous, comme dirait Boris Vallaud. Puis on verra si on y arrive ou pas. Parce que ça se trouve, nous, on pourra effectivement avoir des négociations comme parlementaires, de texte par texte. Je repensais il y a très longtemps, comme à Michel Rocard. On peut le faire. Donc laissez-nous le faire. Vous verrez les résultats. Il y a eu des divergences là-dessus, chez les Républicains, notamment entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Est-ce que vous seriez prêts, vous, Républicains, à soutenir un gouvernement de gauche, texte par texte, et à voir texte par texte comment ça se passe, un peu comme ont fait les socialistes jusqu'à maintenant avec le gouvernement du socle commun? Disons qu'au regard de toutes les propositions qui ont été mises sur la table aujourd'hui par les groupes socialistes ou autres, je ne me reconnais pas dans cette politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, aller taper, j'ai entendu, sur les entreprises. Enfin, aujourd'hui, il faut quand même se poser la question. C'est pas ce que dit le Parti socialiste. Qui paye des salaires? Qui crée de la richesse économique? À un moment, si on veut... Les salariés, mais enfin, ils sont quand même payés par des entreprises qui, d'ailleurs... C'est l'échange, c'est un échange, ça s'appelle un contrat. D'ailleurs, investissent. Les deux. Nous sommes d'accord. Mais sauf qu'il va falloir aussi partager l'effort sur tout le monde. Et on ne dit pas le contraire. Regardez notre programme, c'est pas ce qu'on dit. Et je crois qu'honnêtement, de François Mitterrand, Lionel Jospin ou François Hollande, je crois que c'est les cas où nous avons rendu le pays avec une baisse du déficit. C'est quand il y avait François Hollande, où il y avait Lionel Jospin, donc la gauche s'est dirigée. Donc là, clairement, vous expliquez que le NFP, c'est fini. Non, et que vous pouvez pas... moi, je suis représentant du Parti socialiste. Je m'occupe du Parti socialiste. Donc je vous dis que les socialistes ont fait des propositions, et pas celles que vous êtes en train de dénigrer. Parce que moi aussi, je me suis pas retrouvé dans vos propositions. Vous êtes prêts à faire un grand arc républicain? Nous sommes prêts à gouverner et faire en sorte qu'on négociera et gouverner avec qui? Texte par texte, au Sénat et à l'Assemblée. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté cette méthode-là que vous avez vous-même mis en place? C'est ça que je ne comprends pas. Quand c'est vous, c'est possible, et quand c'est nous, c'est déjà impossible. Complètement séparés de vos anciens amis. Mais nous ne sommes pas avec LFI. Pour mener une politique tempérée qui aille dans le sens du pays. On peut le dire aujourd'hui. Nous aussi, dans le socle commun, on n'a pas mené la politique qui serait la nôtre. Vous savez très bien que LFI nous a dit qu'il ne serait pas. Nous ne voulons pas d'LFI au gouvernement. Et vous savez très bien qu'LFI a même dit que s'il y avait un gouvernement socialiste, il ferait tout pour le faire chuter. Donc vous avez la réponse. Ne faisons pas semblant comme si vous ne l'avez pas entendu. Il n'y aura pas de LFI si les socialistes sont appelés en responsabilité. Donc essayez. Donc un gouvernement 100% socialiste. Avec d'autres forces de gauche. Lesquelles? Nous pouvons parler avec les socialistes. Je vais laisser Yann Brossard répondre pour sa famille politique. Mais je crois que pour avoir un gouvernement de gauche, et comme vous, on ne sera pas majoritaire. Donc comme vous, nous serions dans l'obligation de négocier texte par texte. Et après, sur les idées... Et après, on laisse faire Yann Brossard. Oui, bien sûr. Mais on a évoqué tout un tas de sujets. Mais il y a aussi le problème de l'organisation de l'État. Et pourquoi finalement une coalition à l'Allemagne peut marcher? C'est parce que en Allemagne, le pouvoir fédéral et le pouvoir des Länder, les Länder ont un vrai rôle. Et on a une politique qui est très décentralisée. Aujourd'hui, pourquoi des choses ne marchent pas dans notre pays? C'est qu'on décide en haut, avec tout un tas de critères. Quand on arrive sur le terrain, ça ne marche pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le moment justement est venu et regardons quels sont les élus qui ont encore la confiance des Français. Globalement, ce sont les élus locaux, ce sont les maires qu'on va élire dans 6 mois. Peut-être que ce moment devrait être aussi un moment de respiration, de réorganisation et de se dire qu'il y a tout un tas de politiques, des politiques du quotidien, les politiques de soutien aux plus fragiles qui sont menées par les mairies en premier lieu et que c'est peut-être eux qu'il faut renforcer. Et il y a eu des erreurs qui ont été faites depuis 2017, qui justement ne vont pas dans le sens de renforcer le lien de proximité entre les citoyens et les élus en qui ils ont confiance, c'est-à-dire les maires. Vous savez, ce qui ne va pas, c'est qu'on oublie le vote des Français. Enfin, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu des élections législatives. Ce n'est pas d'ailleurs de notre fait, c'est le président de la République qui, après que son camp ait reçu une claque monumentale, a fait le choix de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote. Bon, il se trouve que à l'issue du second tour, c'est la gauche qui a obtenu le plus grand nombre de députés. Mais j'ai envie de dire même, au-delà de ça, ce qui s'est exprimé par des votes différents, c'est une sanction du camp macroniste et une volonté de changement. Et le président de la République, par des combines politiques, a fait le choix d'imposer une poursuite de la même politique qui pourtant a été rejetée par les Français dans les urnes. C'est pour ça que vous avez des mobilisations sociales. C'est pour ça que vous avez la journée du 10 septembre, que vous avez l'intersyndicale qui va se mobiliser le 18 septembre. C'est parce que quand les Français s'expriment dans les urnes et que leur voix n'est pas entendue,
inévitablement, il s'exprime dans la rue. Donc ce qui doit être à l'ordre du jour maintenant que François Bayrou a été rejeté, ce n'est pas simplement un changement de Premier ministre, c'est un changement de politique. Donc je pose la question, est-ce qu'on a encore le droit dans notre pays de mettre en œuvre une politique de justice sociale? Ou est-ce que le président de la République est là pour empêcher toute perspective de politique de justice sociale avec des combines politiciennes qui visent à l'éviter? Si demain, on a un Premier ministre issu du socle commun, qui met en œuvre la même politique que celle qu'a menée Michel Barnier ou que celle qu'a menée François Bayrou, il subira exactement le même sort. Et nous irons de crise en crise. Donc il faut que le socle commun entende que dans notre pays, la justice sociale, ce n'est pas un gros mot, et qu'on a le droit de mettre en œuvre des politiques qui permettent une plus juste répartition de l'effort. Et je pense que ce serait sage que le président de la République l'entende et en tire quelques conséquences. Sinon, inévitablement, on aura une nouvelle dissolution, une crise politique qui va perdurer. Et après le départ de François Bayrou, les Insoumis veulent aller plus loin et demandent la destitution d'Emmanuel Macron. On va écouter hier soir le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Il était sur France 2. Et on va l'écouter dans quelques instants, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Les Insoumis demandent la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut la destitution d'Emmanuel Macron, selon vous? Alors moi, n'ayant jamais été d'accord pour toute alliance avec les filles, je crois que chacun connaît ma position, chaque jour me conforte d'expliquer que la Chine, c'est une démocratie et de vouloir renverser les institutions. Dans les deux cas, je suis bien sûr en opposition totalement et frontalement avec ce mouvement-là. On va juste l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, je vous donne la parole après Loïc Hervé. L'intermède musical. Le président de la République a montré que quand il dissout, il ne respecte pas le résultat. Quand il y a des élections à la date normale, il les perd toutes. Alors, s'il les perd toutes, son autorité est égale à 0. Son gouvernement, on en est à 4 premiers ministres. Il y a un choix à faire qui concerne l'orientation générale du pays. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale? Ça me paraît simple comme alternative. Eh bien, il n'y a que l'élection présidentielle qui rend ça possible. Il n'y a que la présidentielle qui peut sortir du blocage, Loïc Hervé? Moi, je trouve que les institutions sont d'ores et déjà assez malmenées pour qu'on en rajoute encore. Et d'ailleurs, cette espèce de ministère moral que Jean-Luc Mélenchon s'attribue à lui-même, qui consiste à dire que s'il prend le pouvoir, il mettra les préfets en prison, etc., c'est assez effrayant, en fait. Donc moi, transformer la France en Venezuela, c'est pas mon modèle. Donc, nous avons des institutions, revenons... On est au Parlement, ici. Revenons à l'essence même de ce que nous sommes, c'est-à-dire une démocratie parlementaire. Si l'exécutif pouvait aussi laisser le Parlement respirer et travailler, ce serait bien. Ce qui n'a pas été le cas? Non, mais ce qui n'est pas le cas. Mais c'est une tendance qui est longue sous la Ve République de voir progressivement l'exécutif se renforcer au détriment du Parlement. Regardez comment, depuis la nomination de Michel Barnier, on regarde l'exécutif comme on contemple l'oracle, à attendre qu'il y ait une réunion, tel ou tel responsable politique. Ah, il est attendu à l'Élysée, il a eu un rendez-vous. Enfin, ça va bien, quoi. Une démocratie parlementaire en Europe, ça fonctionne avec des parlementaires, avec des groupes politiques, avec des partis politiques, avec des parlementaires qui discutent entre eux. Et laissons cet espace-là qui est l'espace de la démocratie. L'aspect... c'est vrai, issu des urnes à l'Assemblée nationale, avec quand même une Assemblée nationale très fragmentée. Et puis ici aussi au Sénat, où nous représentons les territoires, d'une autre manière les formations politiques, et on pourra avoir peut-être une voix qui se dégagera. Elle a été trop malmenée, cette démocratie parlementaire, Christine Lavarde, par les différents premiers ministres? Ce qui est certain, c'est que le Sénat n'a pas existé jusqu'à 2022 et vraiment l'été 2024. Nous n'existions pas. À partir du moment où le Sénat est devenu la force, le point d'équilibre dans les commissions mixtes paritaires, tout de suite, les regards ont changé sur l'institution. Et pour autant, nous, on peut le dire, dans notre travail quotidien, rien n'a changé entre 2007 et 2024. On a travaillé avec exactement le même sérieux, on s'est impliqué autant dans chacun des textes législatifs, on a poursuivi notre travail de contrôle de l'exécutif de la même manière, on a fait un certain nombre de travaux, de missions d'information, de commissions d'enquête qui justement font travailler ensemble les deux côtés de l'hémicycle en très bonne intelligence. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin de réinventer. Je pense que si on regarde les travaux parlementaires qui ont été menés, tous les champs de politique publique ont été investigués.
Et les constats sont très souvent partagés. Il est vraiment rare qu'un rapport d'information ne soit pas voté par une commission ou une commission fixe, la défense, les lois, ou une commission dans une formation un peu spéciale. Donc les solutions, on va dire les problèmes, on les a identifiés. Les solutions, on les a aussi identifiées, on les a proposées. Mais il est vrai que dans un système où on a une majorité à l'Assemblée nationale qui écrase tout, et bien finalement les contre-pouvoirs qui auraient pu apporter un peu de sagesse ne sont pas écoutés. Je pense que si on avait écouté le Sénat, on n'aurait jamais été supprimé la taxe d'habitation. Je ne veux pas revenir sur ce petit problème, mais qui pèse quand même chaque année pour 24 milliards dans le déficit de l'État. 10 annoncés. Voilà, contre 10 annoncés. Oui, mais parce qu'ils se sont en fait rendus compte qu'il y avait un problème d'équité des citoyens devant l'impôt, qu'il fallait exonérer tout le temps. Donc on avait annoncé 10 sur un 24. Et que personne n'avait demandé. On pourrait mettre l'ISF dedans aussi. Voilà, qu'aucun citoyen qui payait de la taxe d'habitation trouvait que c'était usurpé. Parce qu'il d'ailleurs, il voyait bien les services qui lui étaient proposés par la collectivité à laquelle il versait cet impôt. Et justement, cette chute de François Bayrou a des conséquences sur les travaux parlementaires, sur les textes à venir. On va en parler. Mais d'abord, on va continuer le tour de nos régions avec la presse régionale direction les Antilles. On va retrouver Cyril Boutier, directeur éditorial de France Antilles. Comment, Cyril, cette chute du gouvernement Bayrou est-elle accueillie chez vous et quelles conséquences sur le quotidien des habitants des Antilles et de la Guyane ? Ici, aux Antilles et en Guyane, le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens n'ont pas véritablement suivi la journée politique d'hier. Il est vrai qu'aux élections, notamment aux élections nationales, nous avons très souvent les plus forts taux d'abstention. Pourtant, la chute du gouvernement Bayrou va vite arriver dans l'esprit des gens, notamment aux Antilles, avec le projet de loi Vie chère et les mesures en faveur du pouvoir d'achat qui ont été présentées à la fin du mois de juillet par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et donc avec un texte qui devait arriver au Sénat le 29 septembre. Idem pour la Guyane et les questions d'évolution institutionnelle. Les élus de Guyane avaient été reçus également en juillet par Manuel Valls. Un certain nombre de réunions devaient avoir lieu en cette deuxième partie du mois de septembre. De même, un déplacement de Manuel Valls était annoncé. Et là aussi, désormais, c'est la grande inconnue. En 3 ans, les Outre-mer ont connu 6 ministres depuis 2022 et le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc aujourd'hui, les Antilles, la Guyane, mais les Outre-mer dans leur ensemble, vont attendre leur 7e ministre. Merci beaucoup Cyril. On regarde la une de France Antilles, c'est un tout autre sujet, un dangereux cocktail dans nos canalisations, c'est le problème de l'eau potable à la une de votre journal. Merci Cyril. Alors on voit, on l'a entendu, l'inquiétude des habitants des Antilles sur certains textes à venir. Est-ce qu'aujourd'hui on va se retrouver face à un Parlement qui risque d'être bloqué avec des textes en suspens, Rachid Temal? Encore une fois, ça dépendra, ça va dépendre plutôt de ce qui va se passer dans les prochaines heures, prochains jours. Je pense qu'on peut aussi aller vite à un moment donné. Et là aussi, on peut peut-être se dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'échanges au-delà de majorité-opposition, gouvernement-parlement sur les textes. Parce qu'on s'est retrouvé pendant un moment où les gouvernements étaient incapables de produire des textes. Donc on faisait des PPL, des choses de contrôle, alors qu'il y a beaucoup de textes que nous produisons par ailleurs ou qui sont en attente et en souffrance. Donc là aussi, je pense que c'est une forme de maturité d'orientation qu'on peut se dire. C'est-à-dire que le prochain gouvernement doit peut-être plus discuter en amont avec les deux chambres pour justement arbitrer les textes, parce que le gouvernement a un temps qui lui est dédié, par exemple au Sénat. Donc nous, il y a plein de textes, plutôt que de faire des PPL traitement où... Absolument. Non, mais la vérité, c'est qu'un ensemble de PPL où chacun dit... Bon, la question, c'est, dans le monde où nous sommes collectivement, est-ce qu'on peut se dire que les textes, on peut aussi les hiérarchiser? Et je crois que la conférence des présidents, en tout cas, faire en sorte que les groupes se parlent, par exemple, au Sénat ou à l'Assemblée, en tout cas au Sénat, se dire, peut-être qu'on peut s'organiser un peu mieux et qu'il y a quelques textes un peu majeurs. On l'a vu sur la vie chère aux Antilles ou d'autres, la fin de vie. Il y a plein de sujets comme ça qu'on peut aussi avancer, sur des sujets aussi économiques, etc. Peut-être qu'on peut faire avancer. Il y a le statut d'élu. Enfin, voilà. Je pense que ça aussi, c'est une façon de travailler différente. Parce qu'on a été, pendant très longtemps, depuis 2024, dans l'attente, parce que le gouvernement était incapable de produire. Donc je crois qu'il faut là aussi changer la méthode. Dans les textes, vous en avez cité quelques-uns qui étaient prévus dans les prochaines semaines au Parlement. Il y a la fin de vie, la question de l'audiovisuel public, le statut de l'élu. L'audiovisuel public, très honnêtement, l'audiovisuel public, c'était quand même c'est le gouvernement qui a souhaité donner raison à une ministre sur 2 textes majeurs, sur le mode électoral Paris-Lyon-Marseille et sur l'audiovisuel public. Je pense que là, par contre, on peut peut-être éviter
de rajouter justement du favoritisme, j'ai envie de dire. Rachida Dati, pour ne pas la citer. Rachida Dati, pour ne pas la citer. Il y avait le texte sur le statut de l'élu qui est en cours. On est à quelques mois des municipales. Ça prévoit notamment une revalorisation des indemnités des élus. Pas que quand même. Pas que. C'est pas que la revalorisation des indemnités des élus. Pas que. Si on veut alimenter le populisme, cher Aurélien Mancini, il faut vraiment dire ça. Non, c'est au contraire. C'est favoriser aussi la vocation des élus dans une période de crise. L'engagement des élus, des 500 000 élus locaux français à qui nous devons tant. C'est ça le sujet. Les élus qui se font agresser. Il y a 2-3 bricoles quand même. Est-ce que ces textes, ils verront le jour dans les prochaines semaines, selon vous, Loïc ? Tout dépend du Premier ministre. Et je partage avec Rachid Temal l'idée qu'on ne peut pas saturer la bande passante du Parlement avec des textes qui n'ont aucun intérêt, qui sont vraiment totalement marginaux sur les mesures. Ma collègue Christine Lavarde a évoqué la question de l'équilibre des pouvoirs, de donner de la respiration aux collectivités locales. Ça fait partie des choses dont on doit parler. Soyons peut-être plus sur du structurel que sur du cosmétique ou du sociétal qui fait plaisir. Parce que, encore une fois, on a montré, en particulier ici, une maturité pour aborder des sujets, y compris compliqués, de manière intelligente et avec des voies de sortie qui sont bien. Mais le nouveau Premier ministre ou la nouvelle Première ministre devra, avec nous, avec les députés, avec les sénateurs, définir un certain nombre de textes importants. Et en fait, il peut y avoir 4 ou 5 grands thèmes à aborder, et puis avoir cette perspective d'essayer d'être sur des sujets structurants. Honnêtement, on ne peut pas envoyer comme message aux citoyens qu'on va s'occuper de choses qui n'ont strictement aucun intérêt. Je trouve que je préside la séance régulièrement. Des fois, on se demande... Vous êtes vice-président du Sénat. Oui, on se demande vraiment de passer du temps en 2025 sur des sujets qui sont à la limite du domaine réglementaire. Franchement, c'est vraiment du temps perdu. Et puis il y a évidemment le marathon budgétaire avec l'inquiétude, la même que l'année dernière, finalement, est-ce qu'on aura un budget au 31 décembre ? Aujourd'hui, on est le 9 septembre ou le 8 septembre. Le 9, donc il y a exactement un mois avant le dépôt du PLF, dernier jour possible prévu par la Constitution, qui est le 9 octobre, et parce que cette année, le calendrier nous aide. L'administration, et là, c'est quand même aussi la force... Ça vous paraît jouable dans cette période de crise politique de déposer un budget au 9 octobre ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'administration ne fait pas rien et se prépare, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ont aussi le sens de l'État chevillé au corps, et ils savent que eux, leur échéance, et qu'il y a des articles, il y a des choses qui sont assez simples, le barème de l'impôt, une fois que... Sauf qu'un budget, c'est l'administration, mais c'est aussi de la politique. Est-ce que, compte tenu de la crise, c'est possible de trouver un budget qui fasse consensus politiquement d'ici le 9 octobre ? Et ça veut dire, c'est possible, mais si on ne prend pas 3 semaines pour désigner un nouveau Premier ministre et ensuite 3 semaines pour constituer le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est l'urgence qui domine, parce qu'effectivement, il y a cette échéance d'avoir un PLF et un PLFSS, et une urgence qui est criante, parce que si on ne fait rien, la dépense augmente mécaniquement, et donc on continue à creuser le lit de notre dette, et en fait, on le sait tous, ce qui nous attend après, c'est de ne plus être maître de notre destin, c'est-à-dire que d'autres viendront décider pour nous. J'espère que les agences de notation ne vont pas venir rajouter des problèmes à notre situation économique. Je pense qu'aujourd'hui, et Loïc avait raison de le dire, et d'ailleurs le Premier ministre l'a dit aussi hier dans ses propos, tout n'est pas à jeter dans notre pays. On est quand même leader en pointe sur un grand nombre de secteurs industriels. Voilà, il ne faudrait pas qu'on perde aussi ça. Et ça veut dire qu'il faut être prêt demain à présenter un budget. Yann Brossat, un consensus politique vous paraît possible dans le laps de temps assez court qu'il reste, un mois ? Essayons déjà d'avoir une majorité. Un consensus, c'est ambitieux. En tout cas, ce qui est sûr... Un budget qui ne soit pas de nouveau censuré. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le budget qui est proposé demain ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui que proposait François Bayrou, les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Donc je pense qu'il faut tirer un certain nombre de conséquences concrètes de la situation que nous venons de vivre, et notamment de la nécessité qu'il y ait plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et donc qu'on aborde aussi la question des recettes, la remise en cause d'un certain nombre de cadeaux fiscaux qui ont été faits depuis l'élection du président de la République. Si tout cela est pris en compte, peut-être, en tout cas moi je le souhaite, une majorité se dégagera, un budget pourra être adopté, ce qui tranchera avec ce qu'on a connu les années précédentes. Merci beaucoup. Merci à tous les 4.